Salam alaikum, bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette rencontre. Aujourd'hui, nous allons parler sécurité routière, nous allons parler formation des gens qui sont intéressés à passer un permis de conduire au Québec. Pour répondre à toutes les questions, comment ça se passe, comment peut-on obtenir un permis classe 5 qui nous permet de conduire un véhicule de promenade et aussi parler du cas des camionneurs, comment devenir un camionneur au Québec. Et pour discuter de ce sujet, nous allons avoir avec nous un expert en la matière, un expert en conduite et formation, un expert en sécurité routière, avec lequel on va faire un survol de plusieurs sujets. Et, mesdames et messieurs, je vous invite à recevoir avec moi Monsieur Blé. Monsieur Régin, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, M. Adraoui. Excusez. Monsieur Régin, tout d'abord, avant d'aborder quelconque sujet, on aimerait savoir de vos nouvelles. Comment est-ce que vous vivez cette période de COVID-19? Comment allez-vous? Au niveau des écoles de conduite au Québec, présentement, tout est arrêté au niveau du volet pratique. Donc, il n'y a aucune pratique sur la route qui peut se faire. Par contre, depuis environ un mois, la Société de l'assurance auto, qui est l'organisme au Québec qui chapeaute tout le volet formation des nouveaux conducteurs et qui s'occupe justement de faire passer les examens pour l'obtention des permis, que ce soit automobile, moto et les classes de véhicules lourds. À ce moment-là, ils ont autorisé les écoles de conduite à donner le volet théorique en ligne. Donc, les écoles, pour plusieurs, se sont virées de bord, l'équipement nécessaire, puis ils ont mis en place les formations théoriques. Il y a 12 modules de 2 heures que les jeunes doivent suivre. Fait que les écoles sont autorisées à donner les 10 premiers modules, puis permettent déjà à ces nouveaux conducteurs-là qui vont commencer bientôt à faire un volet théorique qui nécessairement les prépare. Et par la suite, aussitôt que le ministère de la Santé publique va nous autoriser à débuter la formation dans les autos, à ce moment-là, ces gens-là pourront commencer le volet pratique. D'accord, donc, les auto-écoles, comme tous les autres services, ils sont fermés pour l'instant. Oui, c'est ça. Il y a seulement que dans le cadre du véhicule lourd, le ministère de la Santé publique a autorisé les centres de formation à terminer les candidats qui avaient justement débuté leur formation et à ce moment-là sont en mesure d'aller sur la route, mais avec des restrictions. Au lieu d'être un conducteur et 3 observateurs, à ce moment-là, ils ont seulement qu'un nouveau conducteur de camion qui fait son apprentissage avec un formateur, mais avec toutes les règles de sécurité, soit entre autres d'avoir les lunettes, un masque, une protection entre le conducteur et l'enseignant. Donc, les mesures de nettoyage aussitôt que la formation est terminée. Fait qu'ils ont mis ça en place, mais pour l'instant, c'est uniquement pour les conducteurs qui avaient débuté la formation. Mais nécessairement qu'aussitôt que ça va être ouvert, là, ils vont reprendre les activités comme avant pour que les conducteurs de camions puissent aussi avoir la chance d'aller vers ce métier-là. Monsieur Régin Blé, nous avons beaucoup de gens avec nous qui ne vous connaissent pas. Comment est-ce qu'on peut vous présenter? Je sais que vous avez une carrière qui s'approche des 40 ans d'expérience. Le début, comment est-ce que vous avez accédé à ce domaine de formation d'expert en sécurité routière? Dans le domaine que j'ai opté, c'est que d'une part, j'ai des parents qui œuvraient dans le domaine de la sécurité routière. Mon père avait ouvert une école dans une petite ville en 1965, assisté de ma mère, et 4 enfants, donc nécessairement qui souhaitaient que ces enfants puissent poursuivre dans le domaine de la sécurité. Et sur les 4, on est 2 finalement qui ont opté pour ça. Et en 1978, mon père m'a demandé d'aller suivre une formation pour devenir enseignant. Et c'est de là que le cheminement s'est fait. L'intérêt en sécurité routière, c'est une passion pour moi. J'ai toujours œuvré en sécurité routière depuis 1978 en allant chercher d'autres créneaux
dont, entre autres, la formation sur l'installation des sièges d'auto pour enfants, la conduite hivernale, conduite préventive. J'ai fait de l'analyse de collision, justement, pour des villes, des fois, qui ont des problèmes de collision. J'ai œuvré aussi à titre de consultant pour l'aspect environnemental au niveau de l'éco-conduite pour essayer de changer nos comportements sur la consommation de carburant. Donc, c'est pour ça que mon cheminement est vraiment au niveau tout le temps en sécurité routière. Et on est toujours à l'affût de suivre d'autres cours. On n'a pas terminé encore. Ça fait 42 ans, j'espère de me rendre à 50, si la santé me le permet. Pour justement être dans ce métier-là, et nécessairement que pour moi, c'est une passion. Il y a des périodes dans l'année, si ça n'avait pas été la COVID, là, j'aurais eu une période, là, mars, avril, mai, 7 jours sur 7, avec différents types de formations, techniques policières. C'est un autre volet que j'ai aussi. Donc, c'est pour ça qu'on touche à différents types de véhicules. Le transport scolaire, je fais ça aussi depuis 2002. Fait que vous voyez, dans le cadre du Québec, on a une particularité, nous autres, c'est qu'on a des véhicules attitrés uniquement à un service de transport scolaire, contrairement à dans d'autres pays. C'est des autobus qui peuvent servir à transporter tout le monde. Mais c'est un volet à laquelle, depuis 2002, vous voyez, je suis toujours dans ce domaine-là. Je suis conseiller pédagogique pour un centre de formation qui touche ce volet-là aussi au niveau du transport scolaire. Vous donnez de la formation aussi pour la police? Oui, technique policière. Il y a une préparation qui est donnée dans les collèges ici au Québec qu'on appelle conduite préventive, conduite de précision. Et ce volet-là est donné par les collèges. Et par la suite, il y a une école nationale qui, eux, amène les futurs policiers à travailler en urgence. Donc, tout le volet urgence est spécialisé par ce centre de formation qui est provincial. Mais sinon, chaque collège qui sont mandatés par le ministère de l'Éducation peuvent donner un volet collégial pour connaître le code de la sécurité routière, le code criminel. Puis, il y a un volet pratique pour amener ces gens-là avec un niveau de compétence plus élevé pour être sûr que lorsqu'on passe en urgence, bien nécessairement qu'on a des qualifications pour ça. Vous avez cité une année qui est très, très importante dans la sécurité routière au Québec, l'année 1978. Oui, c'est bien ça. Oui. Où vous avez commencé votre formation de formateur et c'est l'année qui a connu le plus grand nombre d'accidents mortels au Québec. Je vais vous corriger, c'est quelques années auparavant. C'est 1993. 13, OK. 73, ouais. Il y avait eu 2209 décès sur les routes. Et vous voyez, dans les dernières années, on est en bas de 350 avec un parc de véhicules qui est 3 fois plus élevé qu'à cette époque-là. Donc, beaucoup de facteurs peuvent emmener une réduction d'un bilan. C'est ça, mais la formation, elle est présente de façon obligatoire depuis les années 76 au Québec. C'est ça ma question. Jusqu'à 78, les nombres qu'on comptait de morts sur les routes de Québec étaient énormes, étaient grands. Mais avec ce qu'on enregistre aujourd'hui au Québec, le Québec est un bon élève à l'échelle mondiale au niveau du nombre de morts par rapport à d'autres pays. Si on le compare aux pays d'où est-ce que je viens ou les pays voisins, j'ai fait une étude en 2010, un véhicule au Québec tue 15 fois moins ce que tue le véhicule au Maroc, en Algérie ou en Tunisie. Qu'est-ce que le Québec a fait pour atteindre cet objectif? Bien, d'une part, je pense que le développement de tous les types de formations, des formations qui, au fil des années, se sont ajustées. On n'a plus la même formation à l'époque que quand j'ai débuté. Donc, il y a beaucoup de volets au niveau, je vous dirais, qui est touché plus sur le comportement de l'individu, qui nécessairement amène le nouveau conducteur ou celui-là qui est déjà conducteur à réaliser que, dans le fond, s'il change des habitudes, puis le gouvernement, par des mesures aussi administratives qui disent aux compagnies, bien, si vous faites de la formation pour votre personnel à chaque année, ça peut contribuer à améliorer votre bilan au niveau des victimes et nécessairement amène ces compagnies-là à avoir tendance à développer des programmes de formation conduite préventive. Je prends dans le domaine du transport, par exemple, aussitôt qu'une compagnie vient avec un volume qui comporte plusieurs véhicules, à ce moment-là, il y a souvent 1, 2, même 3 personnes attitrées à la formation, à revoir les
les conséquences d'une collision, prendre le temps d'analyser ce qui s'est produit. Ce n'est pas nécessairement toujours la faute du conducteur, mais on sait que majoritairement, des fois, c'est une distraction, un oubli, nécessairement que la routine, des fois, qui embarque. Et ces gens-là qui ont des heures assez élevées dans une journée en conduite de véhicules lourds, ben, peuvent les emmener des fois à prendre un petit peu de vitesse. Et c'est pour ça que toutes les mesures qui ont été prises, il y a de l'analyse qui est faite. On ne dit pas, bon, toi, tu n'es pas bon, on va essayer de t'améliorer par toutes sortes de moyens. On cherche plutôt à trouver une solution à un problème plutôt que de faire disparaître le problème en disant au conducteur, tu ne peux pas conduire. Donc, vous voyez, on a changé cette philosophie-là, mais par des moyens qui sont souvent de la formation, un suivi de façon à maintenir toujours une surveillance puis à aider le conducteur lorsqu'il a besoin. On a même des compagnies qui ont adapté certains types de véhicules par rapport à la livraison qu'il y avait à faire et non pas dire, ben toi, on te donne ce camion-là, puis tu peux aller n'importe où. Donc, il y a des contraintes, des fois, à l'intérieur d'une ville, et on a adapté les véhicules en fonction de ces problèmes-là qui peuvent exister. Donc, le gouvernement, il ne s'est pas attaqué seulement au phénomène de la conduite des chauffeurs, mais aussi à l'entreprise en tant que groupe. Si, par exemple, une entreprise enregistre beaucoup plus que d'autres d'infractions ou cause plus d'accidents, c'est l'entreprise au complet qui va subir ce genre de formation. Exactement. D'ailleurs, au Québec, dans le cadre du véhicule lourd, tous les conducteurs ainsi que les compagnies ont une implication dans les deux parties, lorsqu'un événement survient. Donc, on prend comme exemple un conducteur de camion qui commet une infraction sur la route. Bien, si cette infraction-là entraîne des points d'inaptitude à son dossier, bien, il va en avoir dans son dossier de conducteur, il va en avoir dans son dossier professionnel, puis la compagnie va avoir le même nombre de points. Et chaque compagnie de transport est évaluée en fonction d'un nombre de points par rapport à la quantité de véhicules qu'il y a. Et lorsque le nombre de points augmente et vient dans une situation où la compagnie devient vulnérable à avoir des problèmes, ben c'est là que les compagnies mettent des moyens, puis eux autres, c'est de l'information continuelle. On va même mettre des affiches, tolérance zéro, un constat d'infraction doit être amené à la compagnie parce qu'on veut changer les comportements et faire en sorte que ça ne soit pas, ben c'est pas grave. Tu sais, beaucoup de gens, des fois, se disent, c'est pas grave, c'est pas moi qui paye. Tandis que là, ben, de cette façon-là, on implique l'entreprise, on implique le conducteur. Et de par ces deux façons de travailler, bien nécessairement que ça amène des résultats où ce que les compagnies, il y a même des compagnies qui se sont vues fermer parce que le dossier d'accident devenait trop dangereux et on a procédé à la fermeture de la compagnie au lieu de la laisser aller. C'est très important tout ça parce qu'on a des gens qui nous écoutent de notre pays d'origine, le Maroc, et aussi Oui. plusieurs pays de l'Europe et qui s'intéressent à la sécurité routière. D'ailleurs, on les salue. Il y a beaucoup de professeurs, de formateurs qui forment des camionneurs et des conducteurs qui sont maintenant à l'écoute. OK. Le point le plus important qui se fait au Québec, mais qui ne se fait pas partout ailleurs, c'est le drug test. Quand un chauffeur de camion vient conduire pour aller aux États-Unis ou bien il cause un accident très dangereux, on lui fait subir un drug test. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce et de son importance à réduire le nombre d'accidents? Parce que je connais des gens qui me disent dans notre pays, si on ne se drogue pas, on ne conduit pas un poids lourd. Donc, il faut absolument être drogué pour bien conduire. C'est des choses qui se font dans des pays latinos, dans des pays d'Afrique, dans des pays de l'Europe de l'Est. La personne qui doit conduire des 20 heures, des 30 heures continues, il doit prendre des substances et des choses comme ça, alors que ce n'est pas des choses qui sont permises en Amérique du Nord. Non, exactement. C'est d'ailleurs, tout ça est en évolution constante. Les mesures sont mises en place assez souvent par les États-Unis, mais par le fait même, le Canada n'a pas le choix parce qu'on a beaucoup de transporteurs qui vont du côté américain. Et c'est de là pourquoi, que, bien entendu, on a dû mettre en place des moyens qui permettent au gouvernement de savoir si le conducteur est à risque d'avoir à consommer des drogues pour être capable de conduire son véhicule. On a mis d'ailleurs des heures de conduite de façon à devenir avec un maximum
d'heures de conduite, d'heures de travail dans une journée. Fait qu'on ne laisse plus les conducteurs comme c'était avant. Parce que je vous dirais, c'est en 98 qu'on a commencé à légiférer sur les heures de conduite, sur la ronde de sécurité d'un véhicule, prendre le temps de le vérifier comme il faut. Il y a des situations où on amène des défectuosités majeures, où ce que le véhicule n'a pas le droit de se déplacer tant qu'il n'a pas été réparé. Dans d'autres cas, c'est des réparations mineures. Donc, on donne un délai de 48 heures à l'entreprise pour effectuer une réparation. Donc, on voit que tout ça a fait en sorte que le bilan s'est amélioré. Parce que, oui, on a eu des conducteurs, nous autres ici, dans les années 80-90, où ils s'endormaient sur la route parce que ça faisait comme 24 heures qu'ils n'avaient pas arrêté. Et là, bien, nécessairement que ce soit le décès du conducteur ou il engendrait des collisions avec d'autres véhicules. Et à ce moment-là, bien, c'était des catastrophes dans les accidents. Et le gouvernement n'en veut plus de ça. Okay. D'ailleurs, aussitôt qu'un événement survient avec un véhicule lourd ou avec un véhicule léger, les médias sont capables de cette information-là. C'est diffusé dans les médias. Et immédiatement, d'ailleurs, la procédure au Québec, immédiatement, quand un accident mortel survient ou grave, il y a une équipe de gens du gouvernement, ce qu'on appelle les contrôleurs routiers, qui vont se rendre immédiatement auprès de l'entreprise, auprès des lieux de l'événement, pour voir l'état du véhicule et même voir l'état de d'autres véhicules qui s'apprêteraient à partir sur la route et de façon à éviter que ces véhicules-là prennent la route s'il y aurait des défectuosités importantes. Fait que vous voyez, il y a de l'analyse qui est faite aujourd'hui. Les gouvernements ne veulent plus avoir le moins possible d'événements comme ça. Fait que de là, pourquoi que tout ça fait en sorte qu'on améliore, bien entendu, notre bilan, mais qui rend aussi un autre aspect qu'il ne faut pas oublier. Ça rend un métier beaucoup plus intéressant de dire, je pars avec un véhicule, puis je reviens, tandis que d'autres camionneurs, des fois, ils partent, mais ils ne savent pas s'ils vont revenir, ils ne reviendront pas. Donc, c'est toute une famille qui, des fois, est touchée par ces événements-là. Et tandis qu'au Québec, bien nécessairement que ça devient un métier intéressant qui fait que des fois, les gens peuvent faire du local, peuvent faire du provincial, du Canada, à la grandeur du Canada et même traverser aux frontières pour aller du côté américain. Et ça, bien, c'est des belles routes dans bien des cas. Là. On a toujours des belles conditions habituellement, sauf hivernales. On s'entend qu'il y a des secteurs des fois un petit peu plus problématiques. Mais assez souvent, on va mettre des moyens, on va carrément fermer des routes si on sait que la visibilité devient à risque pour ces gens-là. Fait que vous voyez, on ne laissera pas circuler des véhicules lourds dans des conditions où on sait qu'autant pour la sécurité du camionneur, autant pour la sécurité des autres usagers. Puis il faut penser qu'au Québec, on a des journées, des fois, de visibilité totalement nulle, où on ne voit absolument rien. Et à ce moment-là, on met en danger les gens qui auraient à aller intervenir sur un accident. Et donc, à ce moment-là, on limite les risques. On arrête tout simplement la circulation quand les conditions s'améliorent. On laisse repartir ça. Pour les gens qui nous écoutent et qui sont intéressés à faire ce métier de camionneur, c'est quoi le point de départ? Comment est-ce que vous les orientez? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour avoir un permis classe 1 et travailler dans ce métier? D'une part, au Québec, toute personne qui arrive de l'extérieur, sauf quelques pays où il y a des ententes de réciprocité avec le Québec, mais règle générale, les gens ont le droit de conduire un véhicule de promenade avec le permis pour une période de 6 mois. Le temps après ça, bien, du moins cette période-là, donne le temps, si les gens demeurent au Québec, de faire des demandes auprès du gouvernement qu'on a comme organisme au Québec, la Société d'assurance auto. Et ils doivent réussir un examen théorique attitré spécifiquement aux véhicules lourds et permettre à ces gens-là aussi de passer un examen pratique. L'examen pratique est en 2 volets. Le premier volet va toucher la ronde de sécurité. Donc, on va mesurer pendant environ 20 minutes si le conducteur est capable de faire une vérification de son véhicule avec des points bien précis. Et la ronde de sécurité, c'est pan-canadien. Donc, toutes les provinces canadiennes ont le même processus. Ce qui fait que pour un camionneur qui travaille au Québec, qui voyage dans les provinces canadiennes, bien, il arrive dans une autre province, c'est la même mécanique, donc c'est pas quelque chose de différent. Donc, c'est pour ça que ce qui est habitué à faire sa ronde de sécurité correctement, bien, c'est pour ça que la SAC vérifie ce volet-là et ça dure environ 20 minutes à faire. Et quand ça est fait, bien, là, on peut aller sur la route. L'examen sur route comporte des exercices de conduite
manœuvre de marche arrière, virage à gauche, virage à droite, changement de voie. Dans certaines régions, ils ont même l'accès à l'autoroute. Donc, c'est pour ça qu'on peut mesurer comment est-ce que les gens vont accéder à une autoroute au Québec. Et une fois que l'examen est terminé, bien là, on donne à ce moment-là soit le verdict s'il a réussi ou non. S'il y a échec, dans le cas d'un examen pratique, il y a un délai de 28 jours pour pouvoir reprendre cet examen-là. Mais règle générale, les gens qui se préparent correctement, c'est quand même assez rare. C'est sûr que les gens disent des fois, comme ici au Québec, on a « Ah, j'ai déjà essayé un camion, je vais l'essayer. » Et souvent, ils doivent reprendre des fois 1, 2, 3, 4 fois. Tandis que quand les gens se préparent bien avec des formations, les écoles, il y en a beaucoup qui touchent le véhicule lourd, qui permettent, on a d'ailleurs 2 centres de formation du ministère de l'Éducation qui sont même mandatés par la SAC pour procéder à l'évaluation même du conducteur. Donc, les gens n'ont pas à se présenter dans un centre de service, mais bien en suivant la formation dans ces établissements-là. L'évaluation théorique, l'évaluation pratique peut se faire directement sur place. Fait qu'on est avec un équipement qu'on est habitué de conduire, à laquelle on a nos exercices pratiques. Fait que ça rassure les gens souvent pour savoir vraiment les points les plus importants pour réussir ces examens-là. Ça n'empêche pas que ces formations-là vont donner beaucoup plus à préparer les gens, entre autres les charges, parce qu'on a des normes sur les chargements. On a des normes sur l'arrimage, donc c'est des choses qu'il faut connaître. Et quelles sont les procédures, comme les gens qui vont du côté américain, ben, ils vont lui donner une formation comment procéder aux douanes, parce qu'il y a de la documentation, il y a une préparation à avoir quand on arrive là. Sinon, ben, les douaniers peuvent nous dire, ben non, ton voyage se termine ici, tu revires de bord. Donc, c'est pour ça qu'il faut connaître ces choses-là. Quelqu'un qui est déjà à l'aise avec le véhicule, ça va très bien. Ce n'est pas vraiment des situations qui sont problématiques à règle générale. Fait que c'est pour ça que les gens adorent ces programmes-là. D'ailleurs, dans les formations, on touche même la cartographie, savoir comment est-ce que le Québec, les autres provinces, les Américains ont établi le système routier de façon à faciliter, quelle route que je peux prendre, quel est l'axe de la route. Donc, c'est des choses qui sont montrées dans l'aspect de formation. Et à ce moment-là, même dans les 2 centres de formation des véhicules lourds, ils ont même de l'équipement, là, une quinzaine de simulateurs de conduite qui permet à se familiariser des fois avec certains types de transmission, mais qu'après ça, quand on tombe sur le véhicule, ben, on peut avoir plus de facilité souvent à s'en aller avec ça. Mais pour quelqu'un qui a déjà de l'expérience, j'imagine les transmissions du côté de l'Europe et du côté du Québec ou du Canada, ça doit se ressembler pas mal. On doit avoir pas mal les mêmes points. Donc, l'appel est lancé pour tous les gens qui habitent dans la région de Québec, qui ont perdu leur travail à cause de COVID-19 et qui cherchent un nouveau job. Donc, vous savez quoi faire pour devenir camionneur maintenant avec les conseils que M. Régin vient de nous donner. D'ailleurs, si des gens sont intéressés à regarder même des fois qu'est-ce qu'il y a de différent dans des règles, c'est quoi les outils qu'on pourrait commencer à consulter, ben, j'ai ici en main un document que je peux vous montrer qui s'intitule « Conduire un véhicule lourd ». Ce matériel-là, on peut l'obtenir, puis on pourra possiblement mettre le lien à partir d'un organisme provincial. Et ce document-là, au lieu de le faire venir papier, on le sait qu'aujourd'hui, les modes de transport d'un document en PDF, par exemple, on peut avoir accès à ça. Et ça vous permet de déjà vous familiariser avec nos règles que nous avons ici, parce que les examens que la Société de l'assurance auto fait faire pour devenir camionneur est basé dans ce manuel-là. Fait que vous voyez, déjà, on peut se familiariser. Fait que quand on arrive ici, ben, on connaît un peu plus les règles, comment ça fonctionne au niveau du véhicule lourd. Fait que ça peut être très intéressant pour vous de voir dans le contexte du Québec, c'est quoi les points qui nécessairement sont touchés dans ces examens-là. Ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup d'autres matériels qui sont fournis dans les centres de formation. Je pense d'ailleurs M. Adraoui est un bon formateur et un bon support pédagogique dans le domaine du matériel de lecture. Mais celui-là est plus axé pour les examens et donner plus de détails par rapport à la conduite d'un véhicule lourd au Québec. Ça peut aider les gens à avoir le goût de venir voir au moins qu'est-ce qu'il y en est.
J'ai partagé le nom que vous nous avez donné, conduire un véhicule lourd. Il suffit de mettre ça sur Google, Québec, conduire un véhicule lourd, et ça va vous ramener directement vers tous les sites qui vous offrent un PDF dans lequel vous pouvez vous entraîner. Il y a aussi un livre que j'ai publié, moi, en 2011, qui était accrédité par la SAC, qui était Oui. accrédité par des experts de la SAC en sécurité routière, que j'ai nommé Les mœurs de la route. Donc, c'est révisé, c'est accrédité par la Société d'assurance automobile de Québec. Il est publié sur Internet gratuitement. Vous avez juste à écrire Les mœurs de la route et vous avez le livre en format PDF aussi qui peut vous préparer sur les techniques de conduire parce que quand on vient d'un autre pays, que ce soit de l'Amérique latine ou de l'Afrique ou de l'Europe de l'Est, on vient avec cette philosophie que je sais conduire. Et tous ceux qui viennent avec cette idée, ils échouent 3, 4, même 10 fois l'examen au Québec. Parce que pas les règles. Je vais, juste pour casser un peu le rythme, je vais vous raconter une blague. J'ai rencontré à mes débuts ici un Haïtien. Il m'a dit, moi j'étais mécanicien quand j'étais dans mon pays. Quand je suis arrivé ici, je suis allé passer l'examen sans prendre des cours pour obtenir le permis de conduire classe 5. Et là, j'arrive, je mets la main sur la fenêtre et je commence à conduire. Je et j'arrête et il me dit, descends. Je dis, il m'a dit, toi, comment tu juges ta façon de conduire? Et j'ai répliqué, j'ai dit, bah, moi, tu me demandes de tout défaire cette voiture et la refaire monter, je peux le faire devant toi. L'instructeur lui a dit, oui, j'ai pas de doute là-dessus. Au niveau mécanique, je suis sûr et certain que tu es excellent. Mais pour conduire un véhicule au Québec, tu n'es pas encore prêt. Au Québec, mets les deux mains sur le volant, monsieur. C'est cette philosophie avec laquelle on vient, qu'on se fait des fois des techniques propres à nous, qu'on pense que ça fait partie des techniques de conduire, mais ça peut être une cause de votre mort ou une cause d'un accident qui est très grave. Donc, avant d'entrer dans ce domaine, informez-vous. Si vous avez l'intention de commencer un jour des cours pour devenir camionneur ou même pour conduire un véhicule de promenade, vous avez toute la documentation dont vous avez besoin sur Internet. Donc, allez-y la chercher. Monsieur Régin, je vois derrière vous cours de motoneige. Est-ce que vous donnez aussi ce genre de cours? Oui, au Québec, vous savez que la période hivernale est une période agréable pour circuler dans des sentiers pour la motoneige. Et au Québec, on a obligé, depuis déjà les années 98, tous les nouveaux conducteurs, donc d'une part, l'âge minimal pour la conduite, c'est 16 ans, mais ils sont obligés de suivre une formation pour circuler avec ces véhicules-là dans les sentiers. On a plusieurs milliers de kilomètres en sentier qui permet à ces gens-là, bon, durant la semaine ou la fin de semaine, on a un service d'entretien qui est organisé par des clubs dans différentes régions. Et bien entendu, ça permet à des gens de profiter de ce sport-là. On peut faire un peu de hors-sentier, qui est plus à risque quand même, parce que ça cache des objets. Mais sinon, les sentiers, aussitôt que c'est ouvert, là, c'est un beau sport. Donc, c'est pour ça que chez Conduit Pro, d'ailleurs, depuis 1987, qu'on regroupe une soixantaine d'écoles dans toutes les régions du Québec et qui permet justement, dans la période hivernale, on a des gens qui sont habiles à donner ces formations-là. Il y en a qui ont besoin d'un volet pratique, mais la plupart, c'est un volet théorique. Et ça n'empêche pas que, par contre, au niveau du travail, les compagnies qui font travailler des employés dans le domaine forestier se doivent d'avoir suivi une formation, vous voyez, dans le déplacement de ces véhicules-là au niveau sécurité. Les véhicules hors route, donc dans le style de 4 roues. Fait que c'est pour ça que, vous voyez, quand on parle sensibilisation, bien, la population est sensible dans tous les types de déplacement de véhicules. Fait que nous autres, chez Conduit Pro, on s'est spécialisé au départ dans l'automobile, motocyclette, et c'est pour ça que s'il y en a parmi les gens qui nous écoutent, qui ont des enfants, puis qui savent que ici au Québec, c'est-tu possible d'obtenir un permis pour la classe 5, qui est la classe véhicule de promenade, bien, Conduit Pro, ça va nous faire plaisir de s'adapter avec ces gens-là, puis de leur donner la meilleure façon de conduire un véhicule pour être en règle et aussi avec de la prudence, parce qu'il n'y a rien de pire. J'ai 4 enfants. J'aimerais pas apprendre qu'un de mes enfants est décédé dans un accident de la route. Fait que
c'est quelque chose comme parents, on veut que les gens puissent conduire de façon sécuritaire, puis être présents autour de nous autres quand on vieillit aussi. Faut pas que ça soit un souvenir. Oui, allô? On avait un tonnerre chez nous, puis ça a coupé l'électricité. Ah oui, OK. Oui, ça a coupé l'électricité, ça a coupé les courants complètement. OK. Fait que là, je ferme ça tout simplement.